Salut à tous et bienvenue dans cette toute première émission d'Élite Nationale. Ici Guillaume Van Hazel et pour cette toute première émission, nous allons nous envoler vers le Proche-Orient, plus spécifiquement au Liban, puisque j'ai le plaisir de recevoir notre ami Yannick qui va nous raconter son récent voyage sur les terres de Mar Charbel. Tout d'abord, salut à toi Yannick et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Loué soit Jésus-Christ, Guillaume. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Eh bien, comment vas-tu? Et sainte fête de Toussaint aussi, hein. C'est aujourd'hui. Oui. Et bon, c'est la forme, hein, comme d'habitude, hein, tu sais bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait d'émission ensemble, et voilà, c'est un plaisir pour moi et un honneur de rendre un peu l'appareil, et à mon tour faire une émission pour ton podcast, voilà. Donc, je suppose que tu lances un nouveau concept, et voilà, n'hésite pas à toucher un mot, évidemment, hein. Donc, C'est ça, exactement. Alors, déjà, forcément, comme tu m'avais... je crois que j'étais... À mon avis, je crois que j'étais la deuxième personne à avoir été invitée sur Radio Regina, si je me trompe pas. Oui, mais tu étais déjà dans l'équipe, t'étais déjà dedans, tu vois, mais oui, pour la toute première émission, effectivement, c'était notre ami Théodon, et donc, ouais, on avait fait une super émission avec toi, et on a fait d'autres émissions encore, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, c'est tout à fait normal que je t'invite en priorité. Surtout que tu as fait un petit voyage récemment donc au Liban et bon, c'est aussi un pays que je connais bien et avec lequel j'ai beaucoup d'attaches. Et je pense que beaucoup de Français ou de francophones, hein, ou Français, Belges ou ailleurs sont attachés, je pense, au Liban. Il y a une relation ancienne. Donc déjà, est-ce que tu peux nous raconter c'était quoi en fait l'objet de ton voyage au Liban? Qu'est-ce qui t'a attiré vers là-bas en fait? Je vais pas directement en dire parce que là, ça touche un peu à la vie privée. Disons que Oui, bien sûr, il y a des choses. Pas besoin Oui, de révéler des choses. Voilà, bien sûr, bien entendu, mais on va dire que dans ma vie privée, je parle très peu publiquement, même avec mes amis, etc. J'ai des petites ambitions artistiques depuis tout petit, depuis des années, hein, et qui sont un petit peu géographiques aussi, disons, ce qui fait que ça m'a amené à visiter beaucoup de pays, et y compris maintenant le Liban. Voilà, il fallait absolument que je le voie pour remplir un petit peu mon agenda artistique, voilà. C'est des choses que je ne parle pas, mais tout simplement. Et donc voilà, c'était un peu ça, mais en même temps, cet aspect-là me permet de découvrir différents pays qui ont une bonne culture catholique. Ça me permet de faire toutes sortes d'aventures. Et le Liban, c'était un pays que je voulais visiter depuis des années, tu vois. Et quand le moment était venu, c'était il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans. Et puis voilà, j'étais prêt à partir. J'étais lancé. Tout était arrangé. Sauf que je suis tombé en plein moment où c'était un peu avant l'explosion du port de Beyrouth. C'était plutôt une explosion sociale et économique. C'est-à-dire beaucoup de manifestations. Des grèves, on bloquait les grands axes routiers, etc. Et je me dis, bon, c'est peut-être, malheureusement, pour vivre une petite aventure au Liban, c'est peut-être pas trop le moment. C'était déjà une grosse crise économique qui s'est aggravée en plus, hein. Bien sûr, pour ceux qui suivent l'actualité en savent quelque chose, même si l'actualité n'en parle plus beaucoup, parce que ça devient de la redondance, malgré cette aggravation. Mais on va certainement en toucher un petit mot. Donc voilà, il y a la crise du pétrole, il y a la dévaluation de la monnaie, grave récession, et puis c'est aussi une crise politique, hein, bien entendu. Donc c'était pas spécialement le moment d'y aller, parce que ça peut, en plus de ça, exploser à tout moment. Bon, ce qui m'aurait pas empêché d'y aller, mais voilà, je me suis dit, je vais peut-être pas remplir tous mes objectifs, je vais peut-être y aller pour rien, du coup, si tout est un peu bloqué. Et donc, je suis parti dans un autre pays qui s'appelle Malte, hein, je t'en avais touché un petit mot, hein, aussi un pays qui m'intéresse ici en niveau un peu plus professionnel. Et bon voilà, hein, super visite, etc. Et ensuite, bon, comme tu connais la suite, il y a eu la crise Covid. Et donc, on s'est retrouvés tous bloqués. Donc du coup, voilà, j'ai mordu sur ma chic, j'ai attendu. Puis est arrivé la période de l'été où... j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, bon la crise c'est encore beaucoup plus aggravé, hein, bien entendu, même s'il y avait un peu moins de manifestations.
Mais je me suis dit, bon, bah, si je vais pas, j'irai jamais, hein, donc si je vais pas tout de suite, j'irai jamais. J'avais des petits contacts là-bas, que je m'étais fait. Je leur ai posé la question, comme je fais souvent, hein. J'essaye de voir s'il y a moyen de loger chez l'habitant, de voir un petit peu ce qu'il y a moyen de faire, s'ils peuvent me donner des conseils, etc., hein. Bien sûr, moyennement rétribution financière, hein, évidemment. Et on m'a complètement déconseillé d'y aller. Parce que, voilà, hein, là, ils étaient passés, donc, en l'espace de quelques semaines. Déjà, la monnaie, bon, bah, c'était, je veux dire, je vais parler au niveau, allez, comparé au niveau SMIC français, on va dire, même si je sais pas s'ils ont un équivalent. Et je sais pas non plus s'ils ont de base, historiquement, des salaires indexés, etc. Donc, voilà, bref, je suis pas très renseigné à ce niveau-là. Mais bah, ils étaient passés. Donc on parle de la Suisse, du Proche-Orient. Ils étaient passés d'une moyenne dans les bas salaires de 90 euros à maintenant 40 euros. Donc autant dire que c'est extrêmement grave ce qui se passe là-bas. Ils savent. La vie est très 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 dure. La vie est très très dure. Ben, moi, tu sais bien comment je suis. Enfin, moi, l'aventure, ça. Et, on va dire que j'ai déjà fait pire. Et je me suis dit, bon, ben non, j'ai dit non, non, je viens. Je viens, tant pis. Et bon, ils m'ont dit, bah, écoute, bon, si tu vraiment, vraiment, tu veux venir, ça va pas être des vacances spécialement faciles. Mais écoute, on va essayer d'arranger quelque chose. Et puis voilà, hein, je suis arrivé là-bas, ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Mais voilà, bon, pas de choses à raconter, mais en tout cas, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai rempli mes objectifs et j'ai visité tout le Liban chrétien, grosso modo. Voilà. Et j'ai vu sur le terrain ce qui se passait, quoi. Simplement. Voilà, voilà. Et toi, je sais très bien que, en fait, tu n'as pas précisé que toi aussi, tu avais visité le Liban. Tu as dit que tu le connaissais un petit peu, mais tu n'as pas dit que toi-même, tu avais aussi découvert le Liban chrétien de ton côté. C'est ça, en 2015, en fait, 2014-2015, j'étais Ah ouais. là-bas pendant quelques temps avec SOS Chrétien d'Orient d'ailleurs. Enfin, j'étais allé indépendamment, mais j'ai pas mal traîné avec eux là-bas. Et c'était, je pense, une de mes meilleures expériences de toute ma vie. J'ai beaucoup apprécié ce pays. Ouais. Ouais. Ouais, 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 bien sûr. C'est des gens très, très résilients. Et puis le Liban chrétien est vraiment très édifiant, hein, à plein de niveaux. C'est totalement dépaysant. Ils ont beaucoup de leçons à nous donner aussi. C'est juste incroyable. Bah, beaucoup de choses à dire, Et évidemment, hein. Là, on n'est pas rentré dans les oui, détails, évidemment. Mais voilà. justement, est-ce que tu as entendu parler de l'œuvre du Père Avril au Liban? Oui, 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 complètement. Absolument, voilà. C'est le père Avril, je sais pas si beaucoup d'auditeurs connaissent, hein, parce que c'est un grand personnage que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer moi-même. C'est un prêtre actuellement, bah, non Nonacum, hein, d'ailleurs, qui vit dans le sud de la France, à Saléran, hein, je crois, de ce côté-là. Un prêtre français qui a vécu en Algérie, je crois qu'il a été ordonné en Algérie, si je ne me trompe pas, et qui a vécu une grosse partie de son ministère parmi les Kabyles. Et puis après la décolonisation, qui a tout fait justement pour maintenir la foi, la religion parmi ces populations kabyles et parmi les harkis. Euh, voilà, donc qui a fait beaucoup de travail, qui a fait beaucoup de conversions, beaucoup de baptêmes parmi ces populations mahométantes, que la France ne voulait pas convertir, évidemment, enfin que la France, la République apostate, ne voulait pas convertir. Et voilà, lui, c'est vraiment un grand exemple de prêtre zélé, dévoué à cette grande cause de la religion, et bah, du coup, qui s'est retrouvé très confronté à Vatican II, hein, évidemment. Et puis, qui petit à petit, donc, comment dire, dans sa fameuse fondation de Saléran, a retrouvé, a accueilli beaucoup, beaucoup de ces populations autour de lui. Et lui qui connaît très bien le monde musulman, du coup, c'est petit à petit, alors je connais pas trop les détails, hein, j'ai peut-être entendu, mais j'ai un peu oublié, c'est tourné de plus en plus vers le Liban, vers les Libanais. Et donc, oui, effectivement, il y a aussi une œuvre là-bas,
Puis voilà, oui, certains a beaucoup de contacts associatifs, et notamment donc a fondé une école. Voilà, il a fondé une école au Liban qui a un désir de faire des bons petits chrétiens, des bons petits catholiques. Eh bien, Il a fait beaucoup de bien au Liban, comme en Berbérie, quoi. Ouais. Oui. Je sais pas, toi, tu l'as déjà rencontré, toi, de ton côté? non, j'ai malheureusement pas eu l'occasion de le voir ou enfin, ni de le rencontrer, mais je sais tout ce qu'il a fait, je connais un petit peu sa vie. Voilà. Et oui, effectivement, c'est un modèle. Je crois qu'il avait écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait, je crois, La 13e croisade. Oui, oui, Euh, oui, oui. C'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Il a écrit quelques livres, oui. Oui, oui. Et, Justement, il parle un peu dans son livre, il parle justement de toute son expérience. Parce que lui, comme tu le disais, il a vécu un petit peu en Algérie quand il était à ses assez jeune. débuts, hein. À ses débuts, tout à fait, ouais. Ouais, il a Ses tout débuts. vécu. Il a vécu beaucoup, beaucoup de choses. Il a eu le temps d'en voir passer des vertes et des pas mûres, bien sûr. Ouais, C'est ça, ouais. il parle justement du fait que aussi bien la Troisième République que la Quatrième République empêchaient vraiment l'Église Oui. de faire son travail d'apostolat. Et enfin, il raconte tout ça, c'est assez intéressant. Et Et Vatican II, évidemment, qui est passé par là, oui, alors là, bon, c'est encore... qui n'a cessé de lui couper l'herbe sous les pieds ouais. pour sa grande œuvre apostolique. Oui, ouais, Et complètement. donc, et donc ensuite, il est parti au Liban. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que tu as pensé justement du catholicisme au Liban ça a été quoi ton ressenti par rapport aux gens que tu as pu rencontrer, à l'ambiance Parce que c'est vrai, je dis ça pourquoi Parce que tu sais, ici, bon, euh, certes, on a eu pas mal de problèmes hein, en Europe avec Vatican II, tout ça, mais on a quand même encore, tu vois, tout un courant tradi. Alors évidemment, tout le monde n'a pas la même opinion, mais tu as quand même un courant tradi assez important. Et pas mal de gens comprennent quand même qu'il y a un problème avec Vatican II, tout ça. À côté de ça, tu as aussi, enfin voilà, je vais pas faire toute l'histoire du mouvement de toutes ces chapelles traditionnalistes, comme on dit. Hein, je prends ce terme un petit peu pour résumer rapidement. Mais par rapport à ça, comment toi tu as vu les choses au Liban? Comment est-ce que les gens s'organisent? Comment est-ce que les catholiques s'organisent là-bas, finalement? Bah, écoute, j'ai oublié de préciser au début de l'émission un truc que je voulais justement prévenir, un peu alerter, c'est que évidemment, bah, nous deux, nous ne sommes pas libanais. Donc là, c'est vraiment une émission de gens qui ont un regard extérieur. Donc je vais peut-être dire des choses qu'un Libanais qui a beaucoup plus de vécu par rapport à son pays pourrait me répondre évidemment. Hein. On est bien d'accord. Voilà, c'est un point de vue extérieur qui est un peu assumé, mais euh, voilà, je dirais que les chrétiens libanais sont très tournés vers l'Occident, évidemment, hein, de fait pour des raisons historiques, hein, et notamment vers la France aussi, en particulier en tout cas. Hein. D'ailleurs, bête chose, c'est que une chose qui permet très très rapidement de différencier les Mahométans des chrétiens au Liban, c'est que les chrétiens ne font pas salam alaikum. Ils te disent bonjour. Donc en une seconde, tu sais si la personne est chrétien ou pas. Tout simplement. C'est la première chose qu'elle dit, c'est le bonjour. Donc t'as tout de suite compris, tu vois. Euh, alors ça c'est une chose. Maintenant, ouais, le Liban, c'est un pays, donc Proche-Orient, qui est extrêmement conflictuel, par définition. Et les pays catholiques en Europe, de culture catholique, qui ont été très conflictuels, c'est ceux qui ont un peu moins subi les conséquences propres de Vatican II. Ils sont un peu conservateurs, tu vois ce que je veux dire, qui, Ouais. euh, qui du coup ben, ont moins développé l'esprit, voilà, le mouvement dit traditionnaliste. Je pense par exemple à l'Irlande, hein, qui a affronté les protestants, ou la Pologne qui était très confrontée aux communistes, etc. Bon, voilà, des choses qu'on connaît, ou l'Espagne avec les républicains, etc. Mais je veux dire, voilà, elle est pas. Je dis ça par rapport au conflit, voilà, où la religion a été une donnée importante. Donc le Liban, fatalement, il se maintient, mais c'est très, il y a quelque chose de très identitaire, mais en tout cas ce que j'aime bien au Liban, comment dire, il y a aussi beaucoup de décadence, on va pas se mentir, hein, où les choses soient bien claires. Hein, évidemment, comme il n'y a plus vraiment de pays catholiques. Hein, très clairement, et les chrétiens sont minoritaires, ça tout le monde le sait.
de plus en plus. Donc les Mahométans les ont dépassés au XXe siècle. Au XXe siècle, je sais plus exactement dire si c'est la moitié ou si... Bref, bon voilà. Maintenant, il y a un truc qui est très particulier chez les Libanais que j'apprécie, c'est que quitte à se retrouver dans une société multiconfessionnelle, eux, il y a une grosse tendance au communautarisme religieux. Voilà. Pour moi, c'est le seul communautarisme qui est valable, c'est le communautarisme religieux, quitte à être dans ces conditions. Maintenant, bon, c'est un petit peu... les jeunes générations essayent de transcender un petit peu ça, évidemment, hein, bon, pour X raisons. Ils veulent changer la Constitution, parce que la Constitution elle-même retient cet aspect communautaire, avec les partages du pouvoir, etc. Donc voilà. Pour eux, la religion passe avant le fait d'être libanais. Mais il y a toujours quand même un petit côté identitaire aussi, hein, qui est peut-être un peu compréhensible. Le fait d'adhérer à l'une ou l'autre vraie ou fausse religion, ça ne nous empêche pas de subir de plein fouet la décadence, d'écouter nos musiques, la musique qu'on entend partout en Occident, de s'habiller encore plus mal pour les femmes, etc. Bon, il y a peut-être encore une petite culture traditionnelle au niveau... qui sont peut-être un petit peu moins impactés par le féminisme, par exemple. Ils vont quand même au culte, à leur culte respectif. Peut-être de moins en moins dans les grandes villes comme Beyrouth. Mais voilà, mais là, voilà, c'est historique, hein. Le côté conflictuel dans les sociétés fait que les gens s'accrochent un peu plus facilement à leur culte respectif. Donc, c'est ça, moi, ce que j'avais constaté là-bas, c'est qu'il y avait encore un grand sens de la famille. Oui, complètement. Ouais, un grand sens de la famille, vraiment. Et quand je dis famille, c'est vraiment au sens large. Tu sais, c'est un peu quelque chose qu'on a perdu ici. Alors même si c'est pas forcément tout noir en France, mais on a quand même perdu un peu ce côté d'avoir ce sens familial extrêmement, pas seulement avec les frères et sœurs, mais aussi avec les cousins, les tantes, les oncles. Moi, j'étais assez touché par ça là-bas, et effectivement, comme tu l'as dit, il y a ce côté bien sûr communautaire, qui à mon avis découle forcément de la situation du Liban, hein, et ça date pas d'hier, du fait de cohabiter avec, d'avoir un pays qui a une composition multi-confessionnelle assez spéciale avec donc les catholiques, il y a aussi les orthodoxes schismatiques orientaux, ouais. Il y a les musulmans sunnites, les chiites, il y a aussi les fameux Druzes. Ouais, il y a les Druzes belle saleté, ouais. Enfin, j'insulte la religion évidemment avant tout, hein, pas les êtres humains, mais voilà. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment une composition pratique. Donc forcément, c'est sûr, comme tu l'as dit, ça pousse les gens forcément en fait à se regrouper de façon communautaire, et en particulier le dénominateur commun, ça doit forcément être la religion en fait. Ouais. Et même si c'est vrai que tu vois, parfois tu peux avoir un côté, c'est aussi un peu ce que j'ai vu parfois, qui semble un peu parfois superficiel, parce que tu vas te regrouper en fait entre catholiques parce que tu es dans une famille catholique, mais voilà, parfois effectivement ça va pas être forcément plus profond que ça, mais c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, c'est déjà bien. Surtout que, comme tu l'as dit, je trouve aussi que les gens ont encore une pratique effectivement du culte assez poussée quand même. C'est-à-dire que même si c'était pas des croyants extraordinaires, les gens vont quand même aller à la messe régulièrement. Ou les pèlerinages. Les pèlerinages qui peuvent être impressionnants. C'est ça, voilà. Donc il y a une culture catholique quand même qui est encore assez vivante. Même si effectivement ils poussent pas forcément la chose comme nous ici dans les milieux tradis, on va essayer de fouiller par rapport à Vatican II et à s'opposer, mais eux ils sont à mon avis confrontés effectivement à d'autres problématiques qui sont liées à la situation politique, je pense. Et alors quand on parle de communautarisme, évidemment, il y a quand même des choses incroyables malgré tout, hein, que tu peux voir. Là j'ai rien compris. J'avoue, encore une fois, je vais pas faire. On n'est pas là pour faire les experts du Liban du tout, hein, mais vraiment pas, parce que j'ai lu dernièrement, je crois que c'était un reportage textuel dans la presse d'une japonaise qui faisait de la cuisine au Liban, qui était cuisinière, et qui disait qu'au Liban, des Libanais lui avaient dit que si elle estimait qu'après 3 ans, parce qu'elle avait vécu là 3 ans, qu'après 3 ans, elle avait compris quelque chose du Liban, c'est qu'elle avait rien compris. Donc, il y a des trucs quand même que, vraiment, là je pige pas. Je pige pas. Les Libanais ici vont confirmer. Un truc m'a vraiment frappé,
Tu vas au sanctuaire de Notre-Dame du Liban, donc c'est au-dessus de la ville de Jounieh, magnifique. T'as des mahométans, des familles mahométantes qui viennent voir et qui viennent prier, tout ça. Hein. J'ai rien compris. Ouais. J'ai rien compris. Même des sunnites, tout ça, il n'y a pas de problème. Tu vas, ça en France, c'est pas possible. Ça. Tu vas au sanctuaire de Saint-Charbel, tu as des mahométans qui viennent aussi prier, mettre des bougies, tout ça. Je comprends pas. Là, j'ai halluciné. Ça me dépasse. Je comprends pas. Ouais, mais c'est marrant que tu l'évoques parce que je suis aussi allé à Jounieh, justement. On est monté sur la statue. Hein, donc oui, c'est incontournable. Hein. C'est incontournable. Du Liban, d'ailleurs, tu as une vue magnifique et la statue est très belle aussi. Ouais. Et effectivement, tu avais des familles, je me souviens, il y avait un couple de musulmans chiites qui étaient là et qui prenaient des photos, ils étaient tout contents. Et c'est spécial, effectivement. Ouais. Je pense que c'est lié vraiment aux musulmans qui vivent dans ces pays qui ont... Absolument. Voilà. Parce que ça, tu le vois aussi, je crois que tu le vois aussi en Syrie et en Irak, dans des régions comme ça où tu as une cohabitation. C'est quelque chose, à mon avis, qui est moins... comment dire, à mon avis, je pense que c'est quelque chose que tu verras moins chez, par exemple, des musulmans d'Afrique du Nord, en tout cas du Maghreb, parce qu'ils n'ont pas forcément eu cette cohabitation, tu vois, j'ai l'impression. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, parce que nous, il y a un peu plus de Maghrébins chez nous, ouais. D'accord. Ouais. Mais c'était vraiment très, très, très curieux. Là, c'est vrai que là, j'étais dépassé et franchement, j'ai pas d'explication à donner. Là. Je suis désolé. Moi, ça m'étonne pas plus que ça parce que je sais que pas mal de musulmans, en fait, ont un attachement, tu sais, à la Vierge Marie ou à Jésus, parce qu'ils vont... Oui, je sais. Comme ce sont des personnages qu'ils retrouvent dans le Coran, ils vont avoir une espèce de respect. Évidemment, c'est pas le respect forcément que nous, on attendrait d'eux, puisque, en tout cas pour notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils vont pas jusqu'au bout. Oui. Malheureusement, mais je comprends aussi que culturellement, tu vois, ils essaient cette espèce d'attachement et effectivement, alors je sais que tu as aussi aussi d'autres musulmans qui vont être dans des courants peut-être plus radicaux, plus conservateurs. Oui, il y a de tout en islam, hein, bien sûr. C'est comme les protestants, hein, ils interprètent leurs histoires comme ils l'entendent. Hein, c'est ça le problème, ils n'ont pas de magistère, donc voilà. Mais c'est quand même étonnant, même le père Charbel, ils allaient voir, donc je sais bien qu'ils ont beaucoup de respect pour la Sainte Vierge. Ils estiment eux-mêmes, contrairement à d'autres hérétiques chez nous, ils estiment eux-mêmes, les mahométans, que la Sainte Vierge est immaculée. Ça, c'est quelque chose. Mais ils allaient même chez le père, prier devant dans le sanctuaire du père Charbel. C'est incroyable. Ça, c'est plus étonnant, par contre. Ouais. Plus étonnant. Ah oui, on voyait de tout. C'est épatant. Ouais. Bah, que si ça peut les aider, par la grâce de Dieu, à ouvrir les yeux, ce serait magnifique. Bah, le problème, c'est un peu Vatican II qui obstrue ce chemin vers la vérité pour ces pauvres gens. Donc, bien sûr. Non, c'est ça le gros problème qu'affrontait justement le Père Avril. Voilà. Bien sûr. Alors sinon, par rapport justement à cette situation multiconfessionnelle, alors encore une fois, on n'est pas des experts, mais je pense que c'est des ressentis, c'est des choses qu'on constate en fait sur place. Moi, j'ai constaté un truc, je sais pas si tu as vécu la même chose, mais en discutant en fait avec des gens, je parle là de catholiques notamment, parfois je me souviens à un moment donné, j'avais passé le Nouvel An je crois que c'était dans la vallée de la Béca, je sais plus dans quel village, mais j'étais dans un village catholique. Et là-bas, les gens appartenaient plutôt à, tu sais, les anciennes milices qui étaient un peu, qui étaient des réminiscences de l'époque de la guerre civile. Et eux, ils étaient plutôt vraiment catholiques, mais vraiment un petit peu dans leur coin. Et ils aimaient pas du tout toutes les autres factions. Il n'y avait pas question d'alliance avec les chiites ou je sais pas quel truc. Par contre, quand je suis allé un peu plus tard dans le nord du Liban, et là, au contraire, les catholiques étaient un petit peu alliés plutôt avec le Hezbollah, quoi. Oui. Donc, je sais pas si tu as vu ça aussi, cette espèce de système d'alliance qui change complètement d'un coin à un autre. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, ça, c'est au niveau politique, hein, mais c'est tout à fait étonnant aussi, je trouve. Alors, oui, en fait, effectivement, tu as on parlait d'un communautarisme confessionnel, mais au sein de celui-ci, tu as aussi un petit communautarisme politique et convictionnel, quoi. C'est-à-dire que, oui, les chrétiens sont un petit peu divisés entre eux, entre ceux qui sont plutôt pro-chiites, pro-Hezbollah, je veux dire,
puis ceux qui se tournent plutôt vers les alliances États-Unis, Israël, Arabie, etc. Et puis d'autres qui essayent de transcender tout ça et qui disent bon, bah, je sais pas moi, c'est au lieu de se prendre la tête entre chrétiens et musulmans et juifs ou je sais pas, on devrait plutôt regarder l'aspect financier, donc faire en sorte que le Liban gagne un maximum d'argent et le reste on s'en occupe plus. Voilà, t'as différentes mentalités, mais ouais, t'as la grosse division entre chrétiens, ouais, c'est clair que c'est entre l'alliance pro-Occident ou pro-Hezbollah, Iran, etc. Voilà. Et je pense que c'est plus ou moins moitié-moitié, peut-être un tout petit peu plus pro-Hezbollah, je sais pas. Parce que vraiment, leur réalité là-bas, elle est complètement différente. Enfin, moi, j'étais pas là du tout pour les juger ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont tellement bavé avec les sunnites que je peux comprendre qu'ils voient très bien que ça se passe correctement. Le Hezbollah les traite très correctement. Pas opportunisme, peu importe, mais je peux comprendre qu'ils en ont tellement marre, avec tous les massacres qu'il y a eu, avec tous les... Voilà, on est vraiment dans une poudrière, qu'il y en a qui se tournent un peu plus vers le Hezbollah, je peux comprendre, ouais. Non, la vie est tellement difficile et tellement dure là-bas, et ça peut exploser à tout instant que... Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est des questions d'alliance, après c'est des questions de tactique en fait aussi. C'est des questions tactiques. Moi, je m'en souviens, quand j'étais dans le nord du Liban, on était vraiment à la frontière Syrie-Liban, genre vraiment à la frontière, hein, directement à la frontière. Et je me souviens là-bas, j'étais avec un prêtre maronite, hein, donc j'habitais avec lui là-bas. Et je crois que je t'avais déjà raconté, mais justement, quand on devait aller faire des courses en ville, des choses comme ça, eh bien, il y avait un commandant du Hezbollah qui venait nous chercher avec une espèce de 4x4, qui était très sympathique, et qui nous emmenait, et qui nous disait, oui, moi je vous emmène où vous voulez, je vous protège et tout. Et j'étais très étonné, mais en fait, comme ils sont très isolés là-bas, surtout dans le nord, et je pense que c'est différent, tu vois, t'as d'autres zones où les chrétiens, surtout tu vois, bon, à Beyrouth et dans la vallée de la Bekaa, c'est différent, mais dans le nord du Liban, c'est beaucoup plus, en tout cas, dans le coin où j'étais moi, ils sont beaucoup plus isolés, donc forcément, ils doivent faire des alliances, en fait, ou en tout cas, trouver des arrangements, parce que sinon, en tout cas, nous, à l'époque, c'était 2014-2015, tu vois, et à 20 km de là où on était, tu avais un espèce de camp de Daesh ou d'Al-Nusra ou je sais pas de quel truc. Donc forcément, à un moment donné, tu vois, tu dois essayer de trouver des compromis pour la sécurité. Et en plus, le Hezbollah a l'air relativement assez sincère. Peu importe, c'est intéressé, c'est pas intéressé, mais c'est pas eux ils sont pas là pour faire des sales coups. Au contraire, je veux dire, je suis pas là pour défendre le Hezbollah ou quoi que ce soit. Moi, je suis contre le sionisme, je reconnais pas le sionisme à l'instar du saint pape Pie X, on est bien d'accord. Maintenant, je vais pas soutenir un mouvement mahométan quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur, peu importe. Voilà, c'est des mouvements terroristes mahométans, ça m'intéresse pas. Sunnite, chiite, moi, ça m'intéresse pas, je veux dire. Mais néanmoins, c'est vrai que avec mes amis chrétiens du Liban, entre traverser un village du Hezbollah et un village ouvertement complètement sunnite, je fais mon choix vite fait, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, avec les chiites, ça se passait assez bien. Et mon guide me disait qu'au départ, quand le Hezbollah a commencé à prendre du poil de la bête, parce que durant la guerre civile libanaise, les chiites, ils n'ont pas eu un rôle très impactant, très, très primordial. Mais après, ils sont montés, tu vois. Il y avait le mouvement, comment ça s'appelle? Amal, c'est ça? C'est Amal, ouais. Et le Hezbollah qui était beaucoup plus fort. Enfin, en tout cas, au fur et à mesure du temps. À un moment donné, bon, t'as eu, comme souvent, des conflits avec Israël. Mais ici, je parlais dans les années 2000. T'as eu un gros conflit, donc t'as le Hezbollah qui repoussait les troupes israéliennes, donc qui occupaient le sud Liban. Et donc, dans le sud Liban, bah, t'avais des milices chrétiennes qui collaboraient à fond avec Israël. Les Israéliens, eux, bon, c'est complètement ingrat, hein, voilà, perfides, à un moment donné, ont rebroussé chemin. Ils sont partis et ils ont laissé les chrétiens, les ont laissé tomber, quoi. Donc ils étaient à la merci du mouvement terroriste, appelons ça comme on veut, hein, du Hezbollah.
Qu'est-ce qu'a fait le Hezbollah à l'époque? Ils avaient le choix, ils faisaient ce qu'ils voulaient des chrétiens. Ils pouvaient se venger comme ils voulaient. Ok, vous rendez les armes, on vous épargne, pas de problème. Aucun problème. Et là, je te dis, à ce moment-là, il y a le regard de beaucoup de chrétiens qui a évidemment changé sur le Hezbollah. Parce que contre aux chiites, les sunnites, évidemment, ils auraient aucune pitié, ils sont pas là pour ça. Mais les chiites, c'est stratégique, hein, on va pas se mentir, évidemment. Mais c'est bien joué. C'est bien joué parce que, voilà, d'une façon ou d'une autre, ils se sont mis de plus en plus de chrétiens dans la poche. C'est curieux, c'est comme ça. Donc oui, ils mettent des bombes. Ils ont aucune pitié par rapport au sionisme et par rapport aux chrétiens. Ils sont très, très corrects. Et en plus, les chrétiens à l'heure actuelle, on va pas se mentir qu'ils ils sont plus trop en état de s'imposer. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça le problème aussi. Hein. Donc on est obligé de choisir. Donc les chrétiens choisissent encore en fait. On en est là. Bien sûr, ouais, c'est ça, mais c'est vraiment tragique. Alors la politique au Liban est extrêmement compliquée, et surtout de plus en plus aujourd'hui. Hein. J'avais un contact libanais qui me disait aussi récemment, voilà, qu'en gros, les gouvernements sont tellement chaotiques au Liban parce que une fois que vous avez un ministre, vous allez avoir telle ou telle autre faction qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça se trouve c'est un autre ministre qui va jouer contre lui. Enfin, c'est interminable. C'est tout le temps comme ça, et c'est aussi dû à la configuration de l'État tel qu'il est maintenant. Et ce qui est malheureux, c'est que quand on revient effectivement au XXe siècle, il y a eu un moment de bascule, parce que je crois qu'au début encore du XXe siècle, la majorité de la population libanaise c'est ce que je disais, était chrétienne. Je ne sais pas exactement quand la bascule s'est jouée, je crois que c'était dans les années 40, 50, quelque chose comme ça, mais pendant longtemps, en fait, les catholiques, en tout cas les chrétiens libanais, on va dire, dans leur ensemble, représentaient facilement 60, voire même 70% de la population. Et là, aujourd'hui, il y a une bascule qui est tout à fait incroyable, puisque je crois, je me trompe peut-être un peu, je suis pas forcément précis dans les chiffres, mais je crois qu'ils sont maintenant à peu près plutôt dans les 35-30%, ce qui est absolument désolant. Enfin, mais je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ça. La démographie est en chute libre. Mais ça, ils sont très tournés vers l'Occident, donc c'est complètement notre image. Hein. Ils ne font beaucoup moins d'enfants. Ceux qui font le plus d'enfants, c'est les chiites. Donc, ce qui explique aussi leur montée en force. Les sunnites font un petit peu moins d'enfants. Les druzes, c'est assez stable, mais la stabilité, ça veut dire aussi qu'ils en font beaucoup plus que les chrétiens. Voilà, les maronites se retrouvent devant les orthodoxes, hein, les schismatiques. Mais voilà, c'est une chute libre. Et c'est pas prêt. Voilà, ils en ont conscience. Bon, enfin, en tout cas, ceux qui sont très attachés au Liban chrétien en ont bien conscience et savent très bien que, voilà, au niveau humain, c'est mort. Hein. Si l'histoire suit son cours, du moins. Mais ils prennent l'exemple sur l'Occident et quand tu acceptes, je vais pas dire enfin, en partie, on va dire le féminisme, parce que tu veux faire un peu comme chez nous. C'est-à-dire que la femme travaille. Alors moi, je dis pas que la femme peut absolument pas travailler, parce que c'est bien qu'il y ait des femmes au travail pour certaines choses, hein, pour certains métiers, voilà, on a besoin. Mais surtout celles qui ont absolument besoin de travailler pour ces raisons, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu valorises ça comme en Occident, au détriment des femmes au foyer, fatalement, les femmes font moins d'enfants, hein, puisqu'elles sont plus tournées vers la carrière. Je pense que le petit côté féministe qui a contaminé tout l'Occident et bien entendu, enfin le monde entier, hein, d'une façon ou d'une autre, à divers degrés, je pense pas que ça aide beaucoup les populations chrétiennes qui sont très tournées vers l'Occident, quoi. Voilà. Et pendant ce temps, les sunnites et les chiites, ils font des enfants à tire-larigot. La démographie, voilà, si tu es patient, c'est toi qui remportes la guerre, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une guerre aussi, on va dire. Disons que tu vois, il y a un côté un peu dramatique là-dedans, dans la mesure où le problème c'est que on peut se tourner vers l'Occident, mais le problème c'est que, enfin, historiquement, notamment les Libanais maronites se tournaient vers l'Occident pour des questions que l'on connaît, hein, par rapport à l'histoire, toutes nos relations qu'on a depuis très longtemps. D'ailleurs, je crois même qu'il y a un type de Libanais là-bas et même de Palestiniens. Je sais plus quel nom ils se donnent, mais ce sont des gens qui se disent souvent descendants de mariages qu'il y a eu à l'époque entre croisés et libanais ou palestiniens chrétiens. Donc ça c'est assez. J'ai oublié le terme exact, mais c'est quelque chose qui m'avait frappé aussi à l'époque. Mais tu vois, la question c'est de se dire, en fait, vers quelle valeur occidentale on se tourne. Évidemment, si on se tourne vers l'Occident chrétien, c'est une bonne chose. Si on se tourne vers l'Occident
moderno, décadent, Oui, actuel. quand je disais Occident, c'était évidemment... L'Occident chrétien, il est plus là, c'est ça le problème. C'est bien de ça que je parle. Quand je dis Occident, je Oui, parle de l'Occident tel qu'il est actuellement, voilà. ouais, Décadent, ouais. c'est ça. Voilà. C'est ça, et l'autre partie de ce drame, sans remonter aux accords Sykes-Picot, tu vois, tout ce qui s'est passé depuis les années 70 en termes de conflits au Liban, il y a aussi quelque chose d'assez tragique, parce que comme il n'y avait plus justement d'État catholique en fait à l'époque, finalement, moi j'aurais aimé qu'il y ait eu un soutien militaire justement des factions libanaises au Liban à l'époque, des factions chrétiennes, hein, des Mhm. factions catholiques, pour les aider en fait tout simplement à prendre vraiment le pouvoir et à installer un État catholique fort. Ah, il fallait, ouais. Et c'est ce qu'il aurait fallu faire, malheureusement, évidemment, quand tu vois le genre de crapules qu'il y avait à la tête de l'État en France ou d'autres pays européens, bon, il fallait rien attendre d'eux. Mais quand tu vois finalement comment ça s'est terminé, avec l'un des aspects, moi, qui me peine vraiment quand j'étudie un petit peu l'histoire des dernières décennies au Liban, et notamment par rapport à la guerre civile, ce sont les guerres fratricides qu'il y a eu entre les factions, notamment les factions chrétiennes catholiques. Je pense notamment Ouais. aux phalanges libanaises qui, à un moment donné, se sont clashées avec les fameux tigres. Donc les phalanges, c'était plutôt Bachir Gamayel. Les tigres, c'était plutôt le fameux, comment il s'appelait, Tony Chamoun. Le regretté Tony Chamoun, d'ailleurs, qui était un grand homme. Puis tu avais aussi les Samir Jaja et tout. Enfin, c'était tout un bazar, et finalement, ils se sont un petit peu fait la guerre entre eux, et ben finalement, C'est en désastre. aujourd'hui, C'est en désastre. voilà, C'est en désastre. aujourd'hui, c'est pas terrible, quoi. Alors, heureusement, alors certes, Michel Aoun est encore le président, Mhm. il est catholique, c'est le président du Liban, donc, mais je crois qu'il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que la constitution est faite au Liban pour que justement le président doit être catholique, le premier ministre doit être C'est ça. d'une autre confession. Le premier ministre sunnite et le secrétaire d'État, je crois que c'est ça, doit être chiite. C'est ça, voilà. Ou le président de la Chambre, je sais plus exactement, mais c'est ça. Et c'est une triste nouvelle, mais en fait, les chrétiens sont favorisés en dépit de leur démographie. C'est-à-dire que depuis cette constitution, notre démographie a pris une chute libre, le taux de natalité, mais c'est quand même nous qui avons le pouvoir d'élire le président. Alors qu'en termes de proportion, on représente, voilà, on est plus très puissant. Donc, tu vois, cet aspect-là, ça va de plus en plus énerver les mahométans et surtout les sunnites, hein, parce qu'ils sont tellement en majorité que ce qui est normal, qu'à un moment donné, ils vont dire, bon, les chrétiens, vous êtes bien sympas, mais maintenant, vous pouvez dégager. Et voilà, et évidemment que les révoltes se font beaucoup dans la ville de Tripoli, la Tripoli libanaise, où il y a énormément, la population est très sunnite. D'ailleurs, c'est souvent là que ça explose ces temps-ci, pendant les grandes manifestations. Alors, beaucoup veulent changer la constitution, qu'il soit sunnite ou la jeunesse un peu libérale, démocrate et compagnie, avec les valeurs laïques, etc. Ouais. Bon, bien pourri par l'Occident apostat, bon, qui se tire une balle dans le pied, hein, à l'instar des révolutions arabes, hein, même si le Liban n'est pas arabe. Mais voilà, c'est parce que les gros gagnants, s'il y a une telle révolution, c'est évidemment les sunnites qui vont bien s'amuser après, hein. Mais Oui, là, c'est ça, c'est le gros conflit entre... voilà, c'est surtout un conflit entre sunnites et chiites, hein, grosso modo, on va dire. Même les chrétiens choisissent leur camp, mais Michel Aoun, en fait, le président est un petit peu... est censé, supposé, être un petit peu fantoche. C'est-à-dire que celui qui tient vraiment les clés du pouvoir, ce serait plutôt le Premier ministre, tu vois. Et Michel Aoun, lui, il est plutôt côté Hezbollah. Lui, c'est un grand personnage, Michel Aoun, hein, qui est un grand personnage du Liban. C'est l'ancien chef des armées, qui a vécu un peu toutes les dernières guerres au Liban, les derniers conflits. Et bon, lui, il est un peu dans le camp Hezbollah, mais surtout, il a voulu faire en sorte que le président ne soit pas une marionnette. Et il a dit maintenant, stop, le président peut prendre telle et telle décision. Donc c'est un petit peu bloqué, évidemment, le gouvernement, tout simplement, hein, avec le fils Hariri qui de facto est opposé, c'est un sunnite. Et voilà, ceux qui s'opposent totalement aux fameuses manifestations et au renversement du pouvoir, ce sont les milices chiites, hein, en particulier pas le Hezbollah.
Et ce qui fait que c'est une impasse complète, hein. C'est une impasse politique complète. L'Occident, pour contribuer un peu, aider le Liban à se relancer, ils attendent un nouveau gouvernement, quoi. La chute de Michel Aoun et qu'on mette en président chrétien fantoche. Voilà, c'est tout ce qu'ils attendent. Et donc, du coup, voilà, voilà. Oui, C'est une grosse impasse. Et si, quoi qu'il arrive, c'est mal engagé, quoi. Parce qu'après, t'as le Hezbollah qui est tout puissant au Liban, qui tient vraiment le Liban, on va dire, hein, qui va tout faire péter aussi. Donc, parce que le Hezbollah soutient je vais pas dire la configuration actuelle du gouvernement, mais voilà, ils veulent garder Michel Aoun. Simplement. C'est sûr que, en fait, il faut bien voir que la force politique sunnite au Liban, majoritaire, hein, je parle pas des petites factions isolées, mais majoritairement, en gros, c'est soit l'influence de l'Arabie Saoudite, surtout l'influence de l'Arabie Saoudite, et si c'est pas ça, ça va être le Qatar, quoi. Donc en gros, les frères musulmans ou des trucs comme ça. Donc et je viens lire si je me trompe pas, que l'Arabie Saoudite vient de rappeler ses diplomates. Mais la crise ça continue. On en parle très très peu dans les médias. Hein. Faut vraiment faire des recherches. Tu tapes Liban dans Google Actu pour trouver les dernières infos sur le pays. Mais c'est vrai que les médias nous tiennent plus trop au courant des actualités, alors qu'il se passe toujours des choses. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai aussi que cette situation, enfin cette espèce d'imbroglio politique permanent, surtout gouvernemental, c'est vrai que ça aussi, je le constate aussi, ça attire une petite partie de la jeunesse libanaise, surtout vers des solutions. Voilà, ils se disent, finalement, ça cause tellement de problèmes qu'il nous faut en fait une espèce de démocratie laïcarde. Et bon, malheureusement, c'est pas non plus une solution. Donc c'est mort. Mais en fait, les Libanais m'ont expliqué quand je suis arrivé sur place que un truc que je m'étais pas rendu compte, c'est que la Terre Sainte, parce que le Liban fait partie de la Terre Sainte, ils me disent bien que voilà, on est d'accord que cette Terre Sainte où est né notre Seigneur Jésus-Christ, et on l'a dit plusieurs fois dans d'autres émissions, sur Radio Regina ici en l'occurrence, c'est le carrefour du monde. Donc c'est entre les continents. C'est tous les... Voilà, c'est entre les 3 continents au niveau de l'espace, mais c'est aussi en termes de temps, voilà, toute l'histoire est passée dessus, quoi. Tous les grands empires sont passés là-bas. Tout l'espace-temps, l'histoire du monde passe par là, quoi. Et on peut dire que c'est un petit résumé. Ce qui se passe dans Terre Sainte, c'est un échantillon de ce qui se passe partout dans le reste du monde. Donc le conflit sunnite-chiite, les problèmes que subissent les chrétiens, voilà, la question du puissant sionisme, etc. C'est un peu une lecture du monde, en fait. Tu vois, je sais plus où je voulais en venir, mais grosso modo, voilà, c'était intéressant à noter, quoi. Voilà. T'as toute l'histoire, t'as tous plein de vestiges de l'histoire, que ce soit dans les grandes villes ou voire même carrément dans les montagnes, hein, t'as des choses aussi. Tu as le temple à Baalbek. À Baalbek, oui, c'est ça. Baalbek, alors c'est amusant, je te l'avais déjà dit en privé, mais j'ai fait une photo exactement. Toi, t'avais fait une photo, si tu veux, un peu à contre-jour, où tu es assis sur la base d'un pilier dorique. Tu vois ? Et j'ai fait plus ou moins la même photo que toi. J'en ai fait plusieurs, hein, j'en ai fait pas mal, mais voilà, j'étais un peu imité. Faudrait que je te l'envoie pour rigoler. Mais ouais. Aux auditeurs, si certains d'entre eux prévoient d'aller au Liban, évidemment, il faut aller à Baalbek, c'est un site, mais incroyable. Hein. Ah oui, on peut pas aller au Liban sans passer par Baalbek. Alors c'est incroyable parce que oui, comment dire, ça t'apprend beaucoup sur Rome. Là, tu vois les choses concrètement, ce que c'était l'Empire romain, quoi. T'as un gros échantillon, là, on va dire, à quel point c'est extrêmement impressionnant. Après, c'est détruit, bien sûr, mais ça te donne une idée, quoi. Comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ça ? Il y a plein de questions qu'on se pose encore. Et tu vois, même, ne fût-ce que les rosaces taillées directement dans la pierre, mais, comment dire, tu peux mettre ton doigt dans une rosace et le faire passer de l'autre côté, mais c'est vraiment taillé à la pierre même, hein, c'est pas un ajout. Il y a des techniques qu'on sait pas trop comment ils s'en sortaient, comment est-ce qu'ils ont fait. C'est juste incroyable. T'as aussi des vestiges romains d'ailleurs dans Beyrouth même, hein. Parce que sous les strates des sols, fatalement, t'as les civilisations qui sont passées, et donc Beyrouth, sous Beyrouth, il y a des tas de piliers, de vestiges romains
qu'on a peut-être pas encore découvert et qu'on n'est pas prêt de découvrir. Donc c'est juste incroyable. Voilà. Et Baalbek, ouais, c'est un grand site de temple païen à la base. Bon, qu'on a un petit peu transformé dans certaines zones en église. Je crois que c'est la grande cour où il y avait des sacrifices. Et bon, et aussi en mosquée pour d'autres, hein, puisque les Mahométans sont évidemment, qu'on le sait, passés par là. Voilà. D'ailleurs, c'est une zone du Hezbollah, hein, je pense, hein, le Baalbek. Hein. C'est un Oui, fief du complètement. Hezbollah. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, quand j'ai été à Baalbek, je suis resté 2-3 jours là-bas. J'ai passé Noël là-bas, justement, chez Abounar Arios, qui est connu dans la zone. Et justement, ce Abounar Arios avait... Alors, c'est connu, hein, c'est une histoire très connue. Il avait converti la fille d'un grand imam, enfin comment ils appelaient ça, un mollah. Voilà, il avait converti la fille d'un mollah chiite du coin, et il s'était fait enlever il était resté otage pendant je sais plus combien de temps. Heureusement, ça s'est bien terminé, il a été relâché, mais voilà, c'est quand même quelqu'un. C'est pour te dire un peu effectivement l'ambiance là-bas. Et je me souviens d'ailleurs quand j'y étais, tu avais des affiches, des grandes affiches comme ça de Nasrallah un petit peu partout dans les rues et tout ça. Enfin, c'était assez. Bah oui, en fait, tu vois tout de suite quand t'es dans un village chrétien ou dans un village chiite ou dans un village sunnite. Alors je dirais le village sunnite sans vouloir être insultant, mais je suis désolé. Je dis pas que c'est au niveau humain, mais en tout cas au niveau peut-être religieux. Je sais pas ce qu'ils ont chez eux, mais tu peux faire la différence entre village chrétien et un village sunnite rien qu'à la saleté. Voilà, les villages chrétiens sont propres. Désolé, hein, je le dis, hein, c'est les Libanais qui m'ont dit. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'ils aiment bien aussi, et beaucoup de Mahométans aiment bien aller dans les villages chrétiens pour la propreté, quoi. Voilà. C'est un problème, c'est une autre mentalité. Les chrétiens sont pas, voilà, on n'a pas le même type de configuration, voilà. Bref, voilà. Donc je sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as croisé par hasard là-bas, ou est-ce que tu as connu, ou est-ce que tu connaissais SOS Chrétien d'Orient, toi? Oui, comme tout le monde, bien sûr. Oui, tout le monde en a entendu parler, hein, bien sûr. Oui. Bah, j'ai croisé personne par rapport à ça, hein, par rapport à cette... Là-bas, non, sur place, non, je n'ai rien vu. Je suis assez éloigné de ça, tu vois, mais... Non, c'était pour dire que c'est vrai qu'eux, ils font, en tout cas, parmi les Occidentaux qui aident vraiment concrètement les Libanais, eux, ils font quand même beaucoup de choses, notamment au Liban, pour aider un petit peu comme ils peuvent, que ce soit par des moyens financiers, pour aider des familles un peu qui sont dans la galère, des familles chrétiennes, même d'ailleurs parfois aussi des familles musulmanes. Hein, la charité ne s'arrête pas au pas de l'église, mais... Oui, c'est vrai, ouais. Ils font beaucoup de bonnes choses, et moi, enfin, pour avoir bossé avec eux là-bas, j'ai constaté, c'est assez bien, c'est bien ce qu'ils font. Ouais. Mais vraiment, voilà. C'est dur. Voilà, pour l'instant, le constat est un petit peu amer, en tout cas pour les chrétiens. Bon, ils sont toujours très très présents, mais voilà, si l'histoire suit son cours, ça c'est très mal engagé. D'un autre côté, tu vois, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que autant au Liban, enfin moi ça m'a toujours surpris, tu sais, c'est-à-dire que moi je connais les Libanais, surtout quand comme je suis originaire de Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de camarades libanais en classe, parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire. Et là-bas, ils sont plutôt très entreprenants, beaucoup dans le business et tout ça. Je pense qu'en France, ils ont un peu la même mentalité. Mais je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait que des gars comme ça, aussi entreprenants, aussi organisés, comment ça se fait que leur pays soit dans un tel état, ça c'est toujours quelque chose qui m'a dépassé. Mais peut-être qu'il faudra que j'invite un ami libanais pour qu'il m'explique les raisons exactes. Mais c'est spécial. C'est sûr que... Est-ce que tu y retourneras si tu as l'occasion ou... Écoute, je ne sais pas. Ça dépend de pas mal de paramètres, mais moi je suis plus en mode... j'aime bien découvrir différents pays. Donc, tu vois, c'est la case est cochée. Et j'ai encore plein de pays que j'aimerais bien voir. Voilà. Et donc, bon, après on verra ce qu'il en sera, hein, ce que Dieu me réserve évidemment, mais voilà, je vais continuer à voyager, ça c'est sûr. J'ai toujours des petits projets. Mais après, une chose qui ferait que j'y retournerais bien, c'est si en cas de conflit. En cas de conflit, voilà, ça c'est fort possible. Hein. Voilà, tu connais un petit peu à ce niveau-là. Hein. Voilà. Mais surtout que je signale que
que lorsqu'il y a eu justement la guerre civile au Liban, il y a eu pas mal de volontaires, alors pas énormément, mais il y a eu des volontaires français, notamment des catholiques, qui sont partis là-bas pour s'engager notamment dans les phalanges, peut-être dans les tigres aussi, mais surtout... Ouais, des deux côtés. C'est possible. C'est comme ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, je signale, il y a une émission très intéressante justement d'un ancien volontaire français qui est passé il y a quelques années je crois, sur Méridien Zéro. Donc, bon, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais... Ouais, voilà. Sa radio, en tout cas, le gars raconte son histoire, c'est intéressant, c'est une pièce d'histoire quand même assez intéressante à connaître, parce que c'est pas très connu en fait, hein, tout ça. Bon, moi tu sais bien comment je suis paramétré, moi c'est État catholique, c'est ça que je veux. C'est un État catholique, parce que moi, voilà, je pense que dans dans de nombreux pays du monde, la situation est très très mal engagée pour les chrétiens, mais si quelque chose pouvait se passer, on pouvait avoir un petit bataillon ou quelques bataillons désireux d'obtenir un État catholique. Voilà, il faut y aller, quoi. Pour moi, c'est ça l'objectif. Voilà. Bref, c'est comme ça. C'est ça que je crois. Avis aux milliardaires catholiques libanais. Hein, ouais, c'est vrai. On est à votre disposition si vous êtes chaud. C'est vrai. Bah, milliardaire ou pas, hein, mais voilà. C'est ça. Ceux qui ont l'argent aussi. C'est le nerf de la guerre, évidemment. Hein, complètement. De l'argent. Bah, où que ce soit, hein, même Venezuela ou ailleurs, mais pour moi, il faut un État catholique qui montre l'exemple, quoi. Voilà. On a besoin d'une chrétienté quelque part dans le monde, et pour l'instant, il n'y en a plus. Une chrétienté, un État chrétien, quoi. Voilà. Donc il nous faut quelque chose, et pour ça, bon. Voilà, je me suis déjà exprimé plein de fois sur le sujet, mais voilà. Je pense que les gens nous connaissent maintenant et savent de quoi ils retournent. Bah écoute, sur ces belles paroles auxquelles je souscris complètement, eh bien, je te remercie encore d'être venu pour nous parler un peu de ton expérience. Voilà, moi, certainement beaucoup de choses à dire encore, mais bon, voilà. On peut s'arrêter là, je pense qu'on a dit l'essentiel en tout cas. Ça. Puis... Allez, bah, d'ailleurs, si des Libanais veulent réagir, aucun problème, hein. Pourquoi même pas faire une émission supplémentaire, hein, au cas où... Peut-être on s'est trompé sur certaines analyses, et que c'est tout ce qu'on veut, hein, donc c'est pas possible, hein, encore une fois, on n'est pas des experts, et voilà, hein. Il y a peut-être encore pas mal de choses à préciser, repréciser, et puis voilà. Ah oui, sûrement, et j'ai quelques amis libanais que j'essaierai de motiver pour qu'ils interviennent sur l'élite nationale et qui nous parlent un petit peu de l'intérieur, puisqu'ils connaissent forcément le mieux le sujet que nous. Allez. Ils sont plus légitimes. Oui. Très bien, encore merci à toi, et je remercie encore tous les auditeurs de l'élite nationale. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, et moi je vous dis que Dieu vous garde, et à très bientôt sur cette chaîne. Loué soit Jésus-Christ, à très bientôt Guillaume, hein. La paix soit avec toi, salut. Oui, merci.